Bonjour Jérémy Haddad. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été longtemps à la tête des EI, vous êtes spécialiste par ailleurs de l'énergie chez EY et vous avez fait paraître sur le site de la revue K un long article consacré à l'avenir du franco-judaïsme, un texte en réponse notamment à une analyse initiale de Gabriela Bensour, un dernier texte qui déplorait l'oubli de ce judaïsme, ce franco-judaïsme par les Juifs de France aujourd'hui, au profit notamment d'un judaïsme plus orthodoxe et peut-être aussi moins intellectuel. En tout cas, c'était un peu la thèse qui était défendue initialement. Qu'est-ce qui vous a conduit d'abord à lui répondre ? D'abord parce que c'était un texte qui était plein de désarroi en fait par rapport au judaïsme français. Donc j'ai voulu répondre parce que je pense que je crois qu'on peut défendre une forme de singularité très positive du judaïsme français. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire dans ce texte. Gabriela Bensour, qui est une sorte de représentant francophone de la moderne orthodoxie, qui vous intéresse aussi. Qu'est-ce qui pourrait distinguer d'ailleurs ces deux courants, ces deux manières d'être juif à l'époque contemporaine ? Lesquels ? Le franco-judaïsme et la moderne orthodoxie plus anglo-saxonne. D'abord deux choses. Ces étiquettes-là, je crois qu'elles s'adaptent très très mal à la modernité juive française. Le franco-judaïsme, il faut voir ce qu'on entend par là. Si par franco-judaïsme on entend une sorte de volonté d'aboutir à une symbiose intellectuelle, même théologique, entre la France d'un côté et le judaïsme de l'autre, ça je crois que c'est mort. Et je crois que c'est très bien que ce soit mort. Et c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer dans mon texte, c'est que nous sommes en exil, et la condition exilique, à partir du moment où elle est oubliée, ça devient un danger. Ça, un certain nombre de maîtres du judaïsme l'ont rappelé, c'était vrai en Allemagne, c'était vrai, je crois, aussi en France au 19e siècle. Donc la République n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Exactement. Et d'ailleurs, pour pouvoir le penser de façon même provocante, il faut être en dehors des institutions. Voilà, c'est assez simple, parce que lorsque vous êtes dans des institutions, vous avez des obligations, vous avez des devoirs, vous avez des devoirs vis-à-vis de réserve, des autorités publiques, vis-à-vis des autorités publiques, et c'est normal. Mais donc, du coup, le travail intellectuel ne peut pas se faire en fait dans ces institutions-là. Et c'est ce que je rappelle dans le texte. Tous les grands penseurs du judaïsme français, c'était pas des personnes issues de l'institution rabbinique, consistoriale. C'était vrai de Emmanuel Levinas, c'était vrai de Manitou, c'était vrai d'André Neher. C'était des gens qui étaient toujours, on va dire, un petit peu à la marge de des environnements-là. Je parle évidemment, par exemple, des Limonques. Aujourd'hui encore, tout le monde a en référence la voix de la Torah, qui sont encore aujourd'hui des commentaires extraordinaires. C'était des gens qui faisaient partie de la communauté de stricte orthodoxie, telle qu'on le disait, qui n'était pas dans le cœur consistorial. En revanche, si on parle de franco-judaïsme comme étant une forme particulière de vivre son judaïsme, et on pourrait dire aujourd'hui à la française, oui, je pense qu'il existe, je pense qu'il a des spécificités, je pense qu'il a des singularités très très intéressantes. Et qui s'est adapté, ce franco-judaïsme New Age, qui s'est adapté aussi aux évolutions de la société, sur le plan démographique, intellectuel, sociétal, technologique aussi ? Oui, alors évidemment, la France est un pays développé, c'est un pays moderne, donc de ce point de vue-là, oui. La France est une démocratie libérale, donc de ce point de vue-là, la dimension, on va dire, individuelle du judaïsme, il y a une forme de diversité d'approche du judaïsme qui a cours en France. Mais ce que je caractérise comme singulier, c'est plusieurs choses. D'abord, le fait qu'il n'y a pas effectivement d'étiquette. En tout cas, les gens se parlent en France. Il faut évidemment caractériser un judaïsme de point de vue absolu, mais il faut aussi le faire de façon relative. Si on compare le judaïsme français à un judaïsme américain, par exemple, ou même un judaïsme israélien, c'est plus compliqué en fait de se parler. Il y a des chapelles, et je crois qu'en France, on échappe à ça en partie. L'absence de division interne que vous soulignez dans le texte, vous l'expliquez comment ? Est-ce que c'est aussi grâce au consistoire qu'il y a eu une sorte de rôle un peu central qui permettait de réunir différents types de juifs ou de pratiques ? Moi, je l'explique par deux choses. Je l'explique un peu par les EI. Je suis un peu biaisé là-dessus, mais quand même, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce point-là. C'est-à-dire qu'une grande partie des élites qui ont fait la communauté, alors, je sais pas, Robert Gamzon bien sûr, Edmond Flegg, mais surtout ensuite, même le grand rabbin Citruc, je parle de Jean-Paul Lamoyelle qui a structuré les institutions Haute Torah, je parle de Théo Klein, Jean Kahn qui ont été de grands présidents du CRIF. Tous ces gens-là en fait ont fait leurs armes aux EI, ils ont été pour certains résistants même pendant la guerre aux EI, et ils ont très vite compris, grâce notamment au minimum commun, que
on était capable de vivre vraiment avec d'autres juifs qui ne partageaient pas du tout les mêmes opinions, voire même les mêmes niveaux de pratique. Et le fait de le vivre et pas simplement de le concevoir d'un point de vue théorique, ça c'est important derrière dans la façon dont derrière ils ont pratiqué leur leadership au sein de la communauté juive française. Ça, vous parliez de leadership, oui. Voilà. Et le deuxième, en fait, je reprends un petit peu ce que disait Gabriel Abensour, c'est la dimension, c'est le côté très séfarade en fait de la population juive française aujourd'hui. On voit bien que ces étiquettes réformées, orthodoxes, etc., sont nées d'abord dans les pays ashkénazes, sont nées en Allemagne et puis ensuite se sont diffusées aux États-Unis. Les séfarades ne connaissent pas ces étiquettes-là. Ils les ont découvertes quelque part en arrivant en France, en s'inspirant un petit peu de ce qui s'est passé en Allemagne ou ailleurs. Mais on va dire un juif séfarade, c'est d'abord un juif. Et puis, les étiquettes plus ou moins religieuses ou autres, c'est, on va dire, de rang 2 par rapport à ce qu'il est précisément. Et je crois que ce judaïsme séfarade-là, qu'il se retrouve Lubavitch, libéral ou autre, à la fin, il est dominant dans la capacité effectivement à pouvoir se parler, puisque au sein de sa propre famille séfarade, il peut avoir des gens d'horizons très très différents. Vous contestez aussi, Jérémy Adal, dans le texte, une forme de vision un peu fantasmée du franco-judaïsme, notamment à travers ses porte-drapeaux supposés. Vous les citez tout à l'heure, Emmanuel Levinas et Léon Ashkenazi n'en étaient pas de réels produits. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu une vie intellectuelle juive extrêmement fertile après-guerre. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a un immense succès, notamment en Israël, aux États-Unis ou partout ailleurs, de ces grands noms de la pensée juive française. Ce que je dis juif, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ne sont pas issus du franco-judaïsme ou de l'israélitisme français. Et leur succès au-delà de la France a mis beaucoup de temps à s'installer. Oui, absolument, absolument. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Je rappelle, par exemple, que en 1986, Leibovitch dit dans son livre le plus grand philosophe juif aujourd'hui, c'est Emmanuel Levinas. Et quand il dit ça, il stupéfait tout le monde, y compris son intervieweur qui peut-être ne le connaît pas à ce moment-là. Et donc Manitou, pareil. Manitou aujourd'hui vit un grand succès en Israël, mais c'est récent. C'est récent. Les œuvres de Levinas ont commencé à être vraiment traduites après sa mort. Donc la réception de cette pensée juive française, elle s'est faite effectivement très tardivement dans le monde. Et ces gens-là, que ce soit Levinas, que ce soit Manitou, que ce soit Beno Gross, etc., ne sont pas les produits de l'israélitisme français de la fin du 19e siècle ou du début du 20e. Qui incarnerait, selon vous, sur le plan intellectuel aujourd'hui, ces fils, cette forme de nouvel âge d'or du franco-judaïsme, ou en tout cas ce franco-judaïsme adapté au 21e siècle? Alors vous avez compris que j'essaie de ne pas parler de franco-judaïsme, mais la vraie question c'est est-ce qu'il y a des gens encore qui illustrent et qui incarnent la pensée juive à la française? Et à cette question-là, moi je réponds... c'est des gens, d'abord le portrait robot de ces gens-là, c'est des gens qui sont à la fois érudits du point de vue des textes de la tradition juive et qui sont capables de s'y plonger, et en même temps qui ont cette capacité à structurer leurs idées, à les exprimer à la française, et en tirant parti des références entre guillemets profanes, qu'elles soient philosophiques, sociologiques, psychologiques ou autres. Donc j'en cite dans mon article. Pour vous en donner un, je crois que ce que fait Éric Smilewicz est assez admirable. À Strasbourg. Il est à Strasbourg, il a publié un certain nombre de livres. Alors c'est quelqu'un d'assez discret, donc c'est quelqu'un qu'il va falloir, il faut chercher pour essayer de lire ses livres, mais il écrit des choses même de vulgarisation, parce que c'est lui qui a été à l'origine du PUF, Qu'est-ce que le judaïsme, l'histoire du judaïsme, qui est un excellent livre de vulgarisation. Et puis il y a des livres plus exigeants, comme Le corps vivant, sur la question de genre et de sexualité, où là... Je crois que c'est un livre qui n'a pas d'équivalent dans la littérature mondiale, y compris en Israël ou même aux États-Unis, sur la façon dont on est capable d'interpréter les questions de genre et de sexualité à partir des textes de la tradition juive. Malgré tout, il est assez peu connu. Il est connu à Strasbourg, un petit peu dans certains milieux intellectuels, mais est-ce que vous ne considérez pas qu'il manque des figures peut-être plus connues du grand public? Oui, tout à fait. Et c'est une question peut-être plus large, c'est la question de la réception en fait de ces œuvres-là, puisqu'on voit bien que c'est compliqué. Les grands médias traditionnels, publics, et on le sait, par exemple Le Monde est toujours très réticent dans le monde des livres à faire la recension d'un livre à connotation religieuse. Je le sais parce que... peut-être de Roger Paul Droit.
À l'exception de Roger-Paul Droit, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai que lorsque, par exemple, le livre, un des premiers livres du Rav Sachs qui avait été traduit en français, qui s'appelait Not in God's Name, Dieu n'a jamais voulu ça, traduit en français aux éditions Albin Michel, n'a pas été recensé, alors que c'est un livre d'une grande qualité, d'une grande profondeur. Il n'a pas été recensé par la presse traditionnelle, il a été un petit peu par la presse juive, mais c'est vrai que derrière, on a du mal à sentir un élan, alors que je crois qu'il existe. Je crois qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont sensibles à une pensée juive exigeante, exprimée en langue française. Et ce que Julien Darmon disait dans une réponse aussi à Gabriel Abensour, c'est qu'il manque, qui est éditeur absolument chez Albin Michel, et qui manque une forme de conscience de classe en fait de cette population-là, qui est une population juive probablement très diverse, probablement nombreuse, et qui est intéressée par une pensée juive qui exprime les problématiques du temps en langue française. Comment est-ce qu'on forme la nouvelle génération à ces problématiques justement de réflexion et de publication peut-être derrière d'une pensée juive pour le monde ? Écoutez, je pense que chacun essaye d'y prendre sa part. Au ZEI, on essaye évidemment d'en prendre notre part, et on a certains jeunes parfois qui embrassent des carrières rabbiniques. Encore aujourd'hui, c'est rare. Il y en a évidemment pas des centaines, mais enfin il y en a quelques-uns qui sortent comme ça au sein des mouvements de jeunesse. Je pense que les écoles juives passe souvent ensuite par la mise par l'écrit de cette pensée-là, comme ça pouvait être le cas dans le passé. Après, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi une question pas de chance, mais parce qu'il faut préparer les choses et il faut être capable de préparer un vivier. Après, le fait qu'il y ait 1, 2, 3 personnalités qui sortent du lot, là, il faut aussi compter sur des qualités individuelles. Vous voyez, même en Angleterre, un Rav Sachs, il y en a peut-être un par génération. C'est compliqué de le reproduire. Mais est-ce que le vivier ne s'est pas un peu taré, notamment avec les départs vers Israël et l'Alia ? Alors, moi, je suis assez confiant là-dessus, parce que je crois qu'au contraire, ce que je dis aussi dans le petit texte que j'ai publié, c'est que il y a des éléments quantitatifs qui sont très positifs. Le fait que le nombre d'étudiants en école juive soit en augmentation constante aujourd'hui, alors qu'en 2014-2015, on avait quand même quelques craintes là-dessus. On s'était dit, il va y avoir une alia forte et puis les écoles juives vont se vider. On assiste en réalité à tout l'inverse. On dit c'est à cause de l'antisémitisme, c'est peut-être une partie de l'explication, mais moi je tiens que c'est pas du tout la totalité de l'explication. Je pense qu'il y a une forme de retour quelque part à la tradition qui s'opère au sein de la communauté juive française. Je pense même qu'il y a une forme de vitalité démographique qui ne dit pas son nom, qu'on n'est pas capable de quantifier aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'études sérieuses, formelles aujourd'hui sur la démographie juive de France. Et ça, et en même temps qu'on a des jeunes juifs qui font aujourd'hui de plus en plus d'études. Et donc demain, c'est bien comme ça qu'on réussira à avoir des personnalités qui sont à la fois sachantes en matière de textes juifs et en même temps très fortes d'un point de vue intellectuel. Alors je pense à une personne comme Dan Arby par exemple, qui est agrégé de philosophie et qui est professeur de philosophie à la Sorbonne et qui en même temps se meut dans les textes juifs sans aucun problème, qui est spécialiste de Lévinas. Voilà, je pense qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir. Est-ce que vous diriez, Jérémy Haddad, qu'il y a aussi parfois une forme de minoration de ce qui n'est pas de nature intellectuelle en matière d'activité autour du judaïsme français ? Oui, mais ça c'est vrai en fait de toute l'activité, on va dire française. C'est-à-dire on voit bien que même les livres de sciences humaines aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à se vendre, à se diffuser. On a aujourd'hui la concurrence aussi des réseaux sociaux et des écrans par rapport à la lecture. Donc il faut bien aussi faire ce constat dans un cadre plus large, qui est qu'aujourd'hui on lit moins et on produit moins de façon, enfin on produit moins. C'est même pas sûr qu'on produise moins, mais on lit moins une forme de production intellectuelle. Ça, moi, je crois que ça peut pas durer parce que l'être humain, de toute façon, a envie de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Il a envie d'avoir accès à des gens qui pensent ce monde-là. Et j'ai la conviction que ça va changer, ça va évoluer. Notre rapport aux réseaux sociaux va aussi changer parce que on voit bien toutes les catastrophes que ça produit, y compris auprès de la jeunesse. Donc voilà, je pense que si globalement on arrive à redonner un peu de force à la production intellectuelle au sens large, ça viendra aussi au niveau de la production juive intellectuelle. Merci beaucoup, Jérémy Haddad, d'avoir été notre invité cet après-midi. Je rappelle le titre de votre article, Franco-judaïsme, le crépuscule n'a pas encore eu lieu. C'est publié sur le site K. À très bientôt sur Radio J. Shabbat Shalom. À bientôt, Shabbat Shalom.